Je m'appelle Nikolai Voronin et je travaille comme garde-chasse en Yakoutie depuis près de 10 ans. J'étais autrefois une personne très différente, un officier de l'armée soviétique qui servait en Afghanistan. La guerre a laissé des traces et pas seulement sur mon corps. Après mon retour en 1988, j'ai essayé de mener une vie ordinaire. J'ai travaillé à la commission militaire, j'ai élevé mon fils, j'ai fait des projets pour l'avenir. Mais le destin en a décidé autrement. L'effondrement de l'Union soviétique a complètement changé la vie habituelle. L'unité a été dissoute, les salaires n'ont pas été versés pendant des mois. Sa femme Anna travaillait comme enseignante, mais la situation n'était pas plus facile. Mon fils Igor, qui était alors déjà lycéen, s'éloignait de plus en plus de moi. Il ne comprenait pas pourquoi nous vivions dans une telle pauvreté alors que d'autres s'en sortaient bien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été notre dispute. Il a dit qu'il partait pour Moscou, qu'il ne voulait pas vivre dans la misère comme moi. Nous ne nous sommes plus parlé jusqu'à ce jour. À cette époque, je rencontrais souvent Inokenti Sidorov, un Yakoute avec lequel j'avais déjà servi en tant qu'engagé. Il venait souvent dans notre ville pour affaires. « Écoute Nikolai, m'a-t-il dit un jour, nous avons besoin d'un garde-chasse. C'est un militaire qui a des principes. Nous te donnerons un endroit pour vivre, un petit salaire, mais stable. Nos lieux sont sauvages et beaux. Peut-être que ton âme se reposera. » J'ai longuement réfléchi à sa proposition. Anna l'a soutenue. « Allons-y, disait-elle, ce ne sera pas pire. » Dans ses yeux, j'ai vu la même détermination que celle avec laquelle elle m'avait attendu en Afghanistan. En 1991, nous nous sommes donc retrouvés en Yakoutie. La première fois a été difficile. Un climat rude, une demi-année d'hiver, des nuits polaires. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ici, tout est honnête, simple. La taïga ne tolère pas la fausseté et la faiblesse. Elle enseigne l'essentiel. Vivre selon sa conscience, faire son travail, et la nature répondra en retour. Il s'est passé beaucoup de choses au fil des ans. Il y a eu des cas où je n'ai pas dormi la nuit. À certains moments, il m'a semblé que tout était fini. Mais je n'ai jamais regretté ma décision. La taïga est devenue ma maison, mon refuge. Et maintenant, je veux raconter quelques histoires. Elles parlent de la façon dont la vie a changé ici dans les années 90, des gens et des bêtes, de la peur et du courage, du fait que parfois, la pire chose dans la taïga, c'est un homme. La première année dans la taïga est restée gravée dans les mémoires, surtout l'incident de décembre 1991. À l'époque, je ne connaissais pas très bien la région, je commençais tout juste à m'y habituer. Inokenti m'a aidé bien sûr, mais la plupart du temps, j'ai dû me débrouiller seul. L'hiver a été rude, même selon les critères locaux. Le thermomètre affichait -50, voire moins. Par un tel froid, même les oiseaux ne volent pas, la forêt semble gelée. Le silence est tel que l'on peut entendre les arbres craquer sous l'effet du froid. Ce jour-là, je vérifiais le cordon éloigné. Anna m'a préparé un thermos avec du thé chaud et quelques sandwichs. « Fais attention », m'a-t-elle dit en guise d'adieu. Pendant mon séjour en Afghanistan, elle avait pris l'habitude de me laisser partir avec ces mots. Je l'ai embrassée et je suis sorti dans l'obscurité glaciale. Le soleil n'apparaît que pendant quelques heures à cette époque de l'année. Je me suis rendu en motoneige jusqu'à l'ancienne cabane de chasse, d'où partait le sentier de randonnée. Après 1 heure de marche, j'ai remarqué des traces. Un gros élan était passé récemment. C'est étrange, ils se tiennent habituellement dans un endroit aussi glacial, à l'abri du vent. J'ai décidé de vérifier si quelque chose poussait la bête à se déplacer par un temps pareil. Le sentier m'a conduit à un creux. C'est alors que j'ai entendu un faible cri, celui d'un être humain. Je me suis précipité vers le son, aussi loin que mon équipement me le permettait. Au bout d'une dizaine de minutes, je l'ai vu, un jeune homme, un Yakoute, assis contre un arbre. Un fusil était posé à côté de lui. Il s'appelait Aysen et avait une vingtaine d'années. Il a traqué un élan, l'a blessé, mais ne l'a pas tué. Il a suivi la piste et s'est perdu. Il errait dans la forêt depuis plusieurs heures et commençait à geler. Lorsque je l'ai trouvé, il pouvait à peine parler. Il avait des engelures. Je devais le réchauffer immédiatement. J'ai pris un pull de rechange, un thermos de thé. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. La route est longue jusqu'à la cabane, il n'y arrivera pas. Je devais me souvenir de mon expérience afghane. Il a rapidement construit un abri avec des brindilles d'épicéa pour se protéger du vent et a fait un feu. Par -50, c'était un défi. Je lui ai frotté les mains et les pieds, je lui ai donné du thé chaud.
Il s'est progressivement réchauffé et a commencé à parler. La famille en était affamée, il n'y avait pas de travail. Il a décidé d'aller chercher de la viande. « Je sais que tu ne peux pas, dit-il en serrant les dents. Mais les enfants, tu sais ?» Vers le soir, le temps s'est gâté, un blizzard s'est levé. Nous étions tous les deux pris au piège. La radio ne fonctionnait pas à cause du gel. Anna devait être morte d'inquiétude. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre et entretenir le feu. Toute la nuit, nous sommes restés assis près du feu. Je lui ai parlé de l'Afghanistan, de la façon dont nous avions survécu là-bas. Il m'a parlé de sa famille, de la façon dont il vivait sous le régime soviétique, de la façon dont tout avait changé. Au matin, la tempête de neige s'est calmée. Aizen pouvait marcher, mais difficilement. Il nous a fallu plusieurs heures pour atteindre la cabane. De là, j'ai demandé de l'aide par radio. Lorsque les sauveteurs sont arrivés, Aizen m'a serré la main. « Je ne suis plus un braconnier », a-t-il dit à voix basse. « Je trouverai un autre moyen. » Une semaine plus tard, il est venu chez moi. Il a apporté du poisson, des herbes, il m'a présenté à sa famille. Nous sommes restés en contact depuis. Il a tenu parole. Il a trouvé un emploi dans un artel et a commencé à travailler honnêtement. Cet incident m'a beaucoup appris. J'ai compris que tout est différent ici par rapport au reste du monde. Ici, il n'y a pas de noir ou de blanc. Parfois, un homme commet un crime, non pas par cupidité, mais par désespoir. Et votre tâche n'est pas seulement de protéger la loi, mais aussi d'aider les gens à trouver le bon chemin. Le printemps 93 a été rude. La neige fondait lentement, révélant ce que l'hiver avait caché. L'un des jours d'avril, j'ai trouvé les restes de 3 cerfs musqués dans une zone éloignée, près d'un affluent de la rivière Indigirka. Les carcasses avaient été découpées de manière professionnelle et seuls les éléments les plus précieux avaient été prélevés, langue, lèvres et bois. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'animaux locaux. Les braconniers sont venus sérieusement. Les traces en disaient long. Des bottes de l'armée, un camp organisé, un équipement spécial. J'ai fait un rapport au centre, mais il n'y avait pas d'aide. La source était hors route, toutes les routes avaient été emportées. J'ai surveillé le site pendant 1 semaine. Le 3e jour, j'ai aperçu un feu au loin, mais je n'ai pas eu le temps de m'y rendre. Ils étaient partis. Le sentier menait à une cabane de prospecteurs abandonnée. Tout indiquait que les braconniers connaissaient la région et se préparaient à une grande chasse. J'ai appris une chose en Afghanistan. Si l'ennemi est le plus fort, il ne faut pas le frapper directement, mais furtivement. J'ai commencé à me préparer. J'ai repéré toutes leurs pistes, étudié leurs itinéraires, calculé les endroits où ils pouvaient tendre des embuscades aux animaux. Inokanti m'a aidé en apportant de vieux pièges. Pas pour les humains, bien sûr, juste pour bloquer les voies de sortie. Le dénouement a eu lieu à la pleine lune. J'ai entendu des coups de feu vers minuit. 3 hommes conduisaient un petit troupeau de bœufs musqués vers la rivière. C'était un schéma classique. Ils allaient tomber dans une embuscade à cet endroit. Mais je les ai devancés. Près de la rivière, j'avais installé à l'avance des fusées éclairantes sur des tiges tendues. Lorsque la première explosion a retenti, les braconniers ont paniqué. Les animaux se sont dispersés et j'ai allumé la sirène cachée. Dans l'obscurité, avec le hurlement de la sirène et les éclairs des fusées, ils ont eu l'impression d'être encerclés par toute une escouade de miliciens. J'ai arrêté 2 d'entre eux près de la rivière. Ils ont déposé leurs armes et se sont rendus. Le 3e a essayé de s'enfuir, mais il s'est fait prendre dans un des pièges. La vieille technique n'a pas failli. Le chef, celui qui avait participé à l'embuscade, est parti, mais sans sa proie ni son équipement. Plus tard, à l'arrivée de la police, il s'est avéré que le gang opérait dans plusieurs quartiers. Des anciens militaires comme moi. Mais ils avaient choisi une autre voie. L'enquêteur principal m'a serré la main. « Comment avez-vous réussi à les appréhender ?» La guerre m'avait appris beaucoup de choses, mais l'essentiel était de protéger les plus faibles. Dans la cabane des braconniers, ils ont trouvé tout un entrepôt de peaux, de bois, de billes d'ours. Tout était destiné à être vendu à la Chine. Ils utilisaient de vieilles connexions de l'armée, ils avaient une couverture. Mais ici, dans la taïga, rien de tout cela n'avait d'importance. Il y a d'autres lois ici. Après cet incident, même ceux qui s'étaient d'abord méfiés du nouveau venu ont commencé à me respecter. Et je me suis rendu compte d'une autre chose importante. La taïga n'accepte pas les plus forts, mais les plus honnêtes. En février 1996, j'ai appris une leçon dont je me suis souvenu pour le reste de ma vie.
Tout a commencé par un message d'un vieux Yakoute, Sergueï. Le jour de l'éclipse totale, d'étranges empreintes de pas avaient été aperçues dans les montagnes. Énormes, comme celles d'un ours, mais les ours dorment à cette époque. Les habitants se sont inquiétés. Selon leurs croyances, de tels signes ne sont pas bons. Je n'y aurais pas prêté attention, mais 2 jours plus tard, un groupe de géologues a disparu. 3 hommes sont partis explorer un ancien tunnel minier et ne sont pas revenus. Il faisait -40 dehors, et encore plus froid dans les montagnes. Nous ne pouvions pas attendre. Prenant tout ce dont j'avais besoin, je suis parti à leur recherche avec Inokanti et un jeune Yakouté Ershiman, qui connaissait bien ces lieux. Nous avons rapidement retrouvé la piste de la motoneige des géologues, mais elle s'est interrompue à l'entrée de la gorge. Nous avons dû continuer à marcher. 1 heure plus tard, nous avons vu ces mêmes traces. Elles étaient vraiment énormes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ershiman a regardé de plus près et est devenu tout pâle. Ce n'est pas une bête, c'est un homme, en peau d'ours. Je me suis souvenu des histoires des ermites de la taïga, qui deviennent parfois fous à cause de la solitude. Mais pourquoi voudraient-ils des géologues ? Les traces nous ont conduits à une galerie abandonnée. Il faisait sombre et anormalement chaud à l'intérieur. Le faisceau d'une torche permettait de distinguer dans l'obscurité l'équipement abandonné des géologues et les signes de lutte. « Ils sont vivants », chuchote Inokenti, en montrant des traces de pas fraîches qui s'enfoncent dans les profondeurs. Nous descendions la galerie lorsque nous avons entendu un bruit, un grognement grave semblable à celui d'un utérus. Ershiman m'a attrapé le bras. Il est là. À la lumière des lanternes, nous l'avons vu. Une silhouette immense vêtue d'une peau d'ours. Derrière lui, dans les profondeurs de la galerie, étaient assis les géologues ligotés. « Ce sont mes montagnes », mugit-il d'une voix rauque. « Ils sont venus chercher de l'or. Vous tous, vous cherchez de l'or. Mais il est maudit. » J'ai reconnu cette voix. Il y a 3 ans, Mikhail, un prospecteur, avait disparu dans les montagnes. Tout le monde l'a cru mort. Mais il a dû survivre et perdre la tête. Il fallait agir vite. Je m'avance. « Mikhail, tu te souviens de moi ? Je suis garde-chasse. Nous nous sommes rencontrés à la mine. » Il s'est figé. « Un garde-chasse ? Vous protégez les montagnes ?» Quelque chose d'humain a brillé dans ses yeux fous. Je me suis approché lentement, en parlant d'une voix calme. Je lui ai dit que moi aussi je gardais ces lieux, que je comprenais son désir de protéger les montagnes. Inokenti et Ershiman, quant à eux, contournaient prudemment les limites de l'endroit. Soudain, Mikhail s'est précipité vers les géologues en sortant son couteau. Nous nous sommes précipités en même temps. La lutte était terrifiante. La folie lui donnait une force inhumaine. Il a réussi à me blesser au bras avec un couteau, mais nous l'avons désarmé tous les 3. Les géologues ont été sauvés, engelure, épuisement, mais vivants. Plus tard, il s'est avéré que Mikhail avait effectivement survécu à un effondrement dans la mine 3 ans plus tôt. Son obsession pour l'or et la solitude l'ont rendu fou. Il vivait dans des grottes, chassait, et lorsqu'il voyait des personnes munies d'appareils, il attaquait, croyant protéger les montagnes de la profanation. Il a été envoyé à Yakoutsk pour y être soigné. J'en ai retiré une cicatrice sur le bras et j'ai compris que, parfois, les démons les plus terribles ne vivent pas dans la taïga, mais dans l'âme des gens. La taïga peut rendre fous ceux qui y viennent avec avidité, et seul le respect de ses lois permet de garder la raison. L'automne 1997 a été exceptionnellement chaud. Il n'avait pas encore neigé en octobre, ce qui est rare chez nous. C'est alors que des choses étranges ont commencé à se produire. Tout d'abord, un chasseur d'un village voisin a disparu. 1 semaine plus tard, un autre a disparu. Les habitants étaient inquiets, mais ils essayaient de ne pas le montrer. Tout a changé lorsque j'ai trouvé le premier corps. Il gisait près d'une mine abandonnée, couvert de feuilles. Il était manifestement violent, signe de torture, mains liées. Un sac contenant des échantillons de roches était posé à côté. À l'arrivée de la police, l'expert a déclaré que l'homme assassiné était un géologue de Magadan. 3 jours plus tard, un 2e cadavre a été retrouvé. Cette fois, il s'agissait d'un chasseur local, mais le tableau était le même. Traces de torture, mains liées. J'ai commencé à rassembler des informations. Inokanti m'a aidé à contacter des anciens. Peu à peu, le tableau s'est éclairci. Des chercheurs d'or illégaux sont apparus dans la taïga. Ils cherchaient des filons d'or abandonnés et les témoins ont été supprimés. Un soir, un vieux Yakouté, Prokopi, est venu me voir. « J'ai vu leur campement », me dit-il à voix basse. 5 hommes, tous armés. Le chef est l'ancien directeur de la mine.
Il sait où chercher. J'ai contacté la milice, mais elle n'a pu envoyer de renfort que 3 jours plus tard, en dehors de la route. Le lendemain matin, j'ai découvert que ma maison avait été fouillée. Rien n'avait été pris, seulement une note. Ne vous approchez pas, garde-chasse. Le soir, Anna m'a avoué qu'elle avait été suivie alors qu'elle sortait du magasin. J'ai compris qu'ils savaient où j'habitais. Je devais agir en premier. La nuit, j'ai commencé à suivre leur campement. La fumée du feu de camp m'a permis de le repérer. Il ne se cachait pas beaucoup. 5 hommes, lourdement armés, des radios, du matériel de détection de métaux. Le chef était bien Savlov, l'ancien directeur de la mine. Je me souvenais de lui autrefois, un homme dur avec une lueur malsaine dans les yeux. Pendant 3 jours, je les ai observés. Ils examinaient méthodiquement les anciens chantiers, prélevaient des échantillons. Ceux qui tombaient au-dessus par hasard étaient interrogés, à la recherche d'informations sur les riches filons. Ceux qui ne parlaient pas étaient tués. Le 4e jour, ils ont trouvé un géologue qui était venu chez nous pour chercher des minéraux rares. Je le connaissais. C'était un scientifique inoffensif de Novosibirsk. Nous devions sauver cet homme. Il a fallu 24 heures avant que la police n'arrive. J'ai décidé d'agir selon le même schéma que pour les braconniers. Pas directement, mais par la ruse. J'ai attendu la nuit et j'ai commencé l'opération. La première chose que j'ai faite a été de mettre le feu à leur camp du côté sous le vent. Dans la tourmente, ils ont réussi à emmener le géologue. Ils l'ont gardé attaché dans une tente. Mais ils n'ont pas pu s'enfuir sans se faire remarquer. La poursuite commence. Les poursuivants connaissaient le terrain aussi bien que moi, et ils avaient l'avantage des armes. Nous avons rampé dans l'obscurité, entendant de temps à autre des coups de feu et des cris derrière nous. Heureusement, leurs munitions n'étaient pas en caoutchouc. Le marais nous a sauvés. Je connaissais un chemin sûr, eux non. 2 des poursuivants sont tombés dans l'eau jusqu'à la taille. Leurs cris ont attiré les autres, et nous avons pu nous échapper. Au matin, nous avons atteint le cordon où la police nous attendait. Le gang a été appréhendé un jour plus tard. Savelov a réussi à s'enfuir, mais ils l'ont rattrapé sur l'autoroute. Au cours de la perquisition, ils ont trouvé des cartes d'anciennes mines et de l'or, beaucoup d'or. Il s'est avéré par la suite qu'ils opéraient non seulement dans notre région, mais aussi dans d'autres districts. Ils ont commis 7 meurtres. Lorsque tout a été terminé, un enquêteur de Yakoutsk est venu me voir. « Vous savez, dit-il en parcourant les documents, ils ont trouvé un filon très riche. Ils auraient pu prendre une licence, travailler légalement. Mais la cupidité... » J'ai hoché la tête. La taïga ne pardonne pas la cupidité. Tôt ou tard, elle ferait payer son prix. Cette histoire s'est déroulée à la fin de l'année 1999. J'étais sur le point de prendre mes premières vacances depuis 3 ans. Anna avait déjà acheté des billets de train pour Novosibirsk. Mais la veille de mon départ, j'ai reçu un message. 2 personnes avaient disparu dans l'ancienne mine de Severny. Officiellement, cette mine n'était plus en activité. Elle a été fermée en 1994, lorsque l'or a cessé d'être rentable. Il ne restait que des bâtiments abandonnés, des mines à moitié submergées et des machines rouillées. Les habitants de la région n'y allaient pas. Ils disaient que c'était un mauvais endroit. 2 jeunes hommes de Yakoutsk ont disparu. Ils étaient venus de leur propre chef pour chercher de l'or. Leur voiture a été retrouvée sur une ancienne route menant à la mine. Dans le coffre, il y avait du matériel, une tente, des réserves de nourriture. Mais ils ont disparu. J'ai reporté mes vacances et j'ai dirigé l'équipe de recherche. Innocenti et 2 jeunes chasseurs m'ont accompagné. La piste nous a conduits au bâtiment principal de la mine, une hutte ratatinée dont le toit s'est effondré. À l'intérieur, nous avons trouvé leur campement. Des sacs de couchage, les restes d'un feu, quelques cartes. Sur la table, du thé non terminé dans des tasses. On aurait dit que les hommes venaient de sortir pour 1 minute. En examinant la caserne, j'ai remarqué une particularité. Des rayures fraîches sur le sol menant à un vieux coffre-fort dans un coin. Le coffre était ouvert et vide, à l'exception d'un bout de papier portant quelques chiffres. Innocent a regardé de plus près et est devenu pâle. C'est le code de la porte du tunnel de la mine inférieure. C'est là que se trouvaient les objets les plus précieux. À ce moment-là, nous avons entendu un cri, étouffé, comme s'il provenait du sous-sol. L'un des chasseurs m'a attrapé par la manche. Il y a quelqu'un en bas. Nous nous sommes précipités pour trouver l'entrée du tunnel. Nous l'avons trouvé derrière les baraquements. La porte en acier massif était entr'ouverte. Nous avons allumé nos torches et commencé à descendre. Les escaliers s'enfonçaient profondément sous terre. L'air était de plus en plus lourd. Les murs étaient couverts de moisissures noires. De l'eau s'écoulait quelque part. On entendit à nouveau ce cri, plus proche maintenant.
Au 3e niveau, ils ont trouvé le premier homme. Il était allongé, inconscient, près de la fourche. Il y avait des outils éparpillés et quelques documents. Ils l'ont ramené à la raison. Il a ouvert les yeux et s'est immédiatement mis à crier « Vadim, il est resté là, dans le tunnel du fond ». Il s'avéra qu'ils avaient retrouvé de vieux documents dans le coffre-fort, un diagramme montrant un endroit où se trouvait une riche mine d'or. Ils décident d'aller y jeter un coup d'œil. Mais ils se sont perdus dans la mine et les lumières ont commencé à mal fonctionner. Ils entendent alors des bruits étranges, comme si quelqu'un marchait dans l'obscurité. Vadim est allé vérifier et n'est pas revenu. Nous avons laissé un chasseur avec les blessés et nous avons continué à avancer. Dans le tunnel le plus éloigné, les torches ont commencé à fonctionner par intermittence. Les rayons faisaient ressortir de l'obscurité d'horribles images, des chariots abandonnés, des poutres effondrées, des ossements. Et il y avait des empreintes de pas partout, fraîches mais étranges, comme si un homme marchait en traînant les pieds. Nous avons trouvé Vadim tout au bout du tunnel. Il était vivant, mais en état de choc. Il n'arrêtait pas de répéter « Il est là, le prospecteur. Il ne veut pas nous lâcher. » Il y avait des marques de cordes sur ses bras et ses jambes. Quelqu'un l'avait attaché. Pendant qu'ils emmenaient les garçons à l'étage, j'ai remarqué une niche dans la paroi du tunnel recouverte de planches. J'y ai braqué ma torche et j'ai reculé. À l'intérieur gisait un squelette aux vêtements délabrés. À côté de lui, il y avait une pioche et un vieux carnet. La dernière inscription était la suivante : « L'or est à moi. Je ne le donnerai jamais à personne. Je serai ici pour toujours. » Les experts ont ensuite déterminé qu'il s'agissait d'un prospecteur disparu dans les années 60. Il aurait trouvé un filon riche, se serait caché dans la mine et y serait mort. Ou peut-être qu'il n'est pas mort, les chamans locaux disent que l'avidité peut garder une âme sur terre. Les garçons ont été secourus, mais ils ne sont jamais retournés à la mine. D'autres mineurs évitent désormais cet endroit. Ils disent que la nuit, ils peuvent encore entendre des bruits de pas et de pioches. Le vieux prospecteur garde son or. Cela fait plus de 10 ans que je suis venu dans cette région. Les années 90 sont derrière moi, une époque terrible mais intéressante. La taïga m'a beaucoup appris au fil des ans. La principale est qu'ici, on ne peut pas mentir, ni à soi-même, ni aux autres. La nature voit tout, ressent tout. Anna est toujours avec moi. Elle a survécu à toutes les difficultés et ne s'est jamais plainte. Aujourd'hui, elle dirige la bibliothèque locale et apprend aux enfants à aimer les livres. Et moi, je suis toujours garde-chasse. Je suis toujours garde-chasse. Je ne peux pas m'imaginer dans un autre rôle. Mon fils. Igor et moi avons commencé à communiquer un peu. Il est venu l'été dernier avec son petit-fils. Le garçon est fasciné par la taïga et demande sans cesse qu'on lui raconte des histoires. Peut-être choisira-t-il un jour la même voie. Innocenti dit que j'ai changé au fil des ans. Je suis devenu plus calme, plus sage. C'est probablement vrai. La taïga m'a pris mon tempérament, ma dureté militaire. En échange, elle m'a donné quelque chose de plus précieux, la compréhension de la vie, de ses vraies lois. Beaucoup de gens me demandent si je n'ai pas peur ici. Je réponds toujours de la même manière. Dans la taïga, il ne faut pas avoir peur des bêtes, mais de l'homme. Une bête tue pour vivre. L'homme, lui, tue parfois pour le plaisir, par cupidité, par méchanceté, par stupidité. Mais même ces gens-là ne resteront pas longtemps ici. La taïga sait se débarrasser de ceux qui enfreignent ses lois. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que cette conversation avec Innocenti en 1991 a changé toute ma vie. Et je suis reconnaissant au destin de m'avoir fait prendre ce virage. Ici, dans la taïga yakoute, j'ai trouvé ma place. Ici, tout est réel, les dangers, les joies et l'amitié. Chaque matin, je pars sur les routes. Je suis des pistes familières, je vérifie les terrains de chasse, j'aide ceux qui sont en difficulté. Et à chaque fois, la taïga me révèle quelque chose de nouveau. Elle est vivante, elle respire, elle se souvient de tout. Et tant que de tels endroits existent sur Terre, il y a de l'espoir que tout n'est pas perdu dans notre monde compliqué. Et les histoires, elles continueront. Après tout, la taïga ne dort jamais, et chaque jour ici peut être le début d'une nouvelle histoire. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous ? Le petit-fils de Nikolai Voronin suivra-t-il les traces de son grand-père ? Et qu'est-il arrivé à l'ermite Mikhail après son traitement ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, soutenez la chaîne en l'aimant, en vous abonnant et en activant la cloche.
La prochaine fois, nous vous raconterons une histoire tout aussi passionnante sur une découverte mystérieuse dans la taïga sibérienne. Prenez soin de la nature et n'oubliez pas qu'elle voit tout. Au plaisir de vous revoir.